Il va armer la frappe. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour à tous, on se retrouve pour le Club Mounegou. Durant cette trêve internationale, on vous sort un petit peu de cette torpeur. Hein. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. Donc, on va reprendre tout doucement le chemin de notre pain quotidien, à savoir le championnat et notre bon vieux club qui est l'AS Monaco. Reprise vendredi, mais donc d'ici là, on vient un petit peu alimenter les réseaux, nos ondes, avec ce Club Mounegou qui va revenir sur ce début de saison prometteur. Et pour m'accompagner, nous sommes en compagnie de Patrice. Salut Patrice. Salut. Et Florestan pour sa première cette saison, un revenant, he's back. Salut les gars, salut à tous. Et oui, un peu full submergé par le boulot en ce début de saison, mais voilà, back comme tu dis. Ça arrive. The Revenant, comme on dit aussi. Effectivement, donc voilà, ça fait plaisir en tout cas de te revoir. Et donc, ensemble, on va, comme je le disais, aborder certains points qui sont venus émailler ce début de saison réussi. Donc, on va faire un petit bilan de ces 6 premières journées de Ligue 1 et des 2 de Ligue des Champions. Pour ensuite s'intéresser un petit peu sur Hutter, le cas Balogun et cette blessure qui est intervenue lors de ce dernier match à Rennes. Et puis on parlera également du prochain peut-être problème pour Hutter pour ce qui est du gardien. Je pense qu'il est en plein dedans là. Et on terminera avec une projection de ce qui nous attend. Et je glissais déjà un petit mot là-dessus. La réception de Lille vendredi. La Ligue 1 revient enfin. Parce que cette trêve, c'est toujours un moment déplaisant en tout cas. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Je sais pas si vous partagez aussi ce ressenti, messieurs. Ça perd un peu de son charme. On est là. Ça permet d'avoir une petite coupure avec son club et donc de ronger son frein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Les gars, donc on va, trêve internationale, on a décidé de gagner en originalité et de proposer un contenu un peu différent que ce qu'on fait durant les débriefs. Donc je vais vous demander sur ce début de saison, messieurs, votre j'aime pas. On disait, on a l'autisme du j'aime pas dans notre vie, on se lève le matin, on n'aime pas la température, des trucs comme ça. Je me lance du coup, Patrick. Allez. Patrice Patrice, et je dis tout le temps Patrick. Finalement, ça n'a pas changé. On est bon. C'est pas grave, Florent. C'est de parler dessus, de le camoufler. Je pensais qu'il était passé inaperçu, tu vois. C'est un classique, on le garde. Mais donc, le j'aime, je pense que c'est... moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une réelle progression collective de notre effectif entre les joueurs qui sont arrivés, alors que ce soit les joueurs qui sont arrivés la saison dernière ou en cours de saison dernière, que ce soit nos jeunes joueurs, on sent qu'il y a une progression, on va dire, assez saine et assez collective de tout ce beau monde. Donc c'est ce qu'il nous fallait, parce que finalement en termes de recrues, il n'y a pas eu pléthore de recrues, même si on va le voir, il y a eu des recrues de qualité, et ça on peut finalement aussi le mettre dans un j'aime. Mon j'aime pas, ça serait... je pense qu'on va tourner autour de ça, on le voit sur nos points aujourd'hui pour le CM, pour le Club Mounegou, mais c'est dans la profondeur de banc et dans la possibilité de notre effectif de faire face, alors que ce soit à des blessures, mais que ce soit aussi à l'enchaînement des matchs, des compétitions, etc. On en parle finalement depuis le début de saison, hein, que ça soit au milieu ou que ça soit devant, il y a quand même des points d'interrogation. J'ai même envie de dire, en défense centrale, on a résolu nos problèmes d'hier, mais avec une ou deux solutions. Si jamais ces une ou deux solutions s'en vont, est-ce que ça devient nos problèmes futurs ? Donc voilà, moi c'est un peu la thématique globale du bilan de ce début de saison, c'est que résultat incroyable, aucune défaite, premier du classement, des bons résultats
en Coupe d'Europe, et même le match nul à Zagreb, pour moi, est un excellent résultat, compte tenu du contexte. Mais le sentiment d'avoir un peu un colosse au pied d'argile, est-ce que l'argile va se renforcer et devenir du béton ou autre chose, ou est-ce que l'argile va s'effriter? C'est un peu la question. Ouais, pour ça, peut-être il faudra connaître la défaite et voir un petit peu comment les gars réagissent à ça. On a un premier vrai test vendredi, mais bon, on aura le temps de se pencher là-dessus. De ton côté, Patrice? Alors moi, ce que j'aime, au-delà des résultats qu'on peut avoir actuellement, c'est surtout nos fins de match. Parce que quand on est dans la difficulté, on sait aller chercher les résultats. On a réussi à aller chercher des victoires ou des égalisations dans les derniers moments. Mais surtout dans l'autre sens, cette saison, quand on a ce résultat, on sait le tenir. Les saisons précédentes, à chaque fois, on pliait sur les fins de match, on faisait n'importe quoi, on avait peur, on faisait rentrer des défenseurs pour se regrouper, on lâchait le ballon, on laissait à l'adversaire, et on finissait toujours par l'encaisser, ce but. Et cette saison, hormis contre Lens, mais bon, on a tellement plié qu'on allait bien rompre à un moment donné, on l'a pas fait. On a su tenir, surtout sur les derniers matchs où c'était un peu compliqué, parce qu'on était un peu plus dans le dur. On a réussi à tenir les résultats, et je trouve ça très très bon et très intéressant pour la suite, parce que c'est ce qu'il faut de toute façon. Si on veut aller faire une très grosse saison, il faut arriver à faire de très bonnes fins de match. Et ce que j'aime pas, alors j'ai cherché un moment ce que j'aime pas, parce que franchement le début de saison est vraiment très très bon, et c'est vraiment un peu gratté. Je vais dire que c'est la rotation que fait Hutter, je trouve qu'il va être un peu trop loin. Attention, pas non plus d'aller chercher trop loin pour pouvoir impliquer tout le monde. Je trouve qu'il y a certains joueurs peut-être qui sont quand même un cran dessous, peut-être un peu plus resserrer le groupe sur lequel on veut jouer, et pas aller chercher des joueurs qui à mon sens méritent pas plus de temps de jeu que ça, que si on a vraiment des blessures ou si on a des problèmes, ou sur les fins de match, mais peut-être pas forcément les lancers titulaires, quoi. Peut-être plus jouer sur les rotations, je fais jouer mes joueurs que 60 minutes, ou alors je les mets sur le banc, je les fais rentrer qu'à la mi-temps, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vraiment pour gratter, parce que pour l'instant, ça lui donne raison, hein. Il a réussi à faire quasiment à 100 fautes. Ouais, je te rejoins. Alors, j'avais quasiment le même j'aime que toi, à savoir qu'on est invaincu et qu'on arrive à faire les décisions dans les derniers instants, chose qui nous arrivait que très rarement, et au contraire, souvent nous on s'effritait, on avait bon, j'arrive pas à parler tout simplement, mais ça marchait dans le mauvais sens pour nous. Voilà. On passe en anglais, en une autre langue peut-être. Moi, je voulais tout simplement dire que mon j'aime, c'est que c'est une défense retrouvée du coup. On a une assise défensive qui est quand même plutôt intéressante, parce que l'année dernière, au même moment, on avait encaissé 8 buts, il me semble. Là, on en est seulement à 2, enfin en Ligue 1, hein, et on en avait pris 8 en Ligue 1 après 6 journées. Donc voilà, je trouve on se comporte quand même beaucoup mieux. Il y a un équilibre équipe qui est beaucoup plus cohérent. Et bon, on aura le temps aussi, ça viendra dans le petit encart sur Hutter. Moi, j'aime pas, c'est le début de saison d'Embolo, complètement raté, les pieds, la tête à l'envers. Malgré son Euro où il avait pu reprendre un peu de rythme, un peu le rythme de la compète, hein, et marquer et gagner peut-être un peu en confiance, il n'a pas su surfer sur cette dynamique. Et pour preuve, encore hier en sélection, il a raté un penalty, il a toujours pas marqué cette saison. Très très déçu, vraiment. J'en attendais beaucoup plus de lui. Et voilà, c'est finalement Balogun qui a tiré son épingle du jeu. C'est parti. On rentre dans le bilan, messieurs. Après donc 6 journées de Ligue 1, 2 journées de Champions League, on peut dire que les motifs d'espoir sont nombreux. Est-ce que vous avez l'impression qu'on se dirige vers une saison réussie, en tout cas? Est-ce que vous allez même plus loin, parce que on en a parlé, comme quoi on pouvait être un concurrent du PSG. Est-ce que vous êtes dans ce train-là? C'est quand même très tôt. C'est quand même très très tôt. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on a eu des effectifs et des équipes dans les 30 dernières années où tu démarres, où tu fais ce genre. Alors c'est quand même très rare, hein, de faire un aussi bon début de saison, mais où tu as quand même
plus de confiance profonde. Tu sens que rien ne peut t'arriver, etc., etc. Là, on a quand même été ballotté. On est quand même revenu, comme vous l'avez dit, comme Patrice, tu l'as très bien dit, on a réussi à revenir dans les derniers instants sur plusieurs matchs, mais ce qui veut dire aussi qu'on n'a jamais été... non, je ne veux pas dire jamais. Il y a quand même quelques matchs où on est plutôt dans le confort, mais en règle générale, on va chercher les victoires sans avoir une maîtrise, j'ai envie de dire, inébranlable. Ça, ajouté au fait qu'on a, donc on va le voir, des blessures, on a des joueurs importants, notamment devant, en méforme, et au fait qu'on a peu finalement de remplacements possibles à certains postes, tout ça fait que je pense qu'il y a énormément d'humilité à avoir sur ce début de saison. Mais le revers de cette médaille-là, c'est qu'une équipe qui est trop en confiance ça peut peut-être lui jouer des tours à justement une trêve internationale comme celle-ci, un peu s'endormir, un peu aux entraînements, etc., etc. Et ça, on l'a vu aussi par le passé. Là, à l'inverse d'avoir un trop plein de confiance, je pense qu'on a des résultats excellents. La confiance est là, mais je pense que même au sein des joueurs, même au sein du staff, ils doivent bien voir que la marge n'est pas gigantesque, que ça soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, quoi. Ouais, Pat, quelque chose à dire là-dessus? Ouais, bah, si après ce début de saison-là, on n'est pas euphorique, c'est sûr que ça, on le sera jamais, parce que là, c'est compliqué de faire mieux que ce qu'on a fait pour l'instant. Après, à bout de cette journée, on a pris enfin le siège de leader de la Ligue 1. L'année dernière, à la même époque, après cette journée, après la victoire contre Marseille, on prend aussi la tête de la Ligue 1. Alors certes, il y a un écart de points quand même qui est différent, mais bon, l'année dernière, il y avait aussi la manière. Genre que cette année, on gagne les matchs, mais c'est un peu compliqué, on va les chercher des fois tardivement. L'année dernière, c'était l'impression qu'on était un rouleau compresseur, qu'on écrasait, même si on prenait des buts, c'est pas grave, on allait en marquer bien plus que vous. Sur le début de saison, hein, je parle. Donc si on compare vraiment le début de saison l'année dernière et maintenant. Et après, du coup, on a eu un automne qui était plus compliqué, et ça a été plus dur après de tenir le rythme qu'on avait au début de saison. Donc voilà, faut voir maintenant, comme le dit Flo, c'est tôt encore, hein, il y a peu de matchs qui ont été joués, donc ça a le temps de changer. Il faut voir comment on va appréhender aussi la première fois où on va se prendre les pieds dans le tapis, qu'on va prendre une défaite. Est-ce que ça peut changer aussi? Parce que pour l'instant, tant qu'on est sur des séries comme ça, mentalement, les joueurs sont très forts, vont faire les efforts. Si on commence à enchaîner un ou deux mauvais résultats, faut voir, hein, parce qu'on a un effectif un peu jeune et tout. Et surtout, ce que je trouve qui peut nous manquer pour cette saison, c'est l'effectif un peu juste sur certains postes, comme le milieu de terrain. Il faut vraiment pas qu'on ait un pépin sur Camara ou Zacharias, que ça va venir très compliqué. Et l'attaque, on l'avait aussi un peu ciblé en disant, on est quand même un peu léger, et on le voit là avec la blessure de Balogun, ça va vite poser des questions. Donc voilà, si on a embêté cette saison par des blessures ou des suspensions sur des postes un peu clés, ça peut nous mettre des freins, alors qu'on a quand même vraiment de quoi faire quelque chose cette saison. Si on peut éventuellement relativiser, hein, pour ceux qui pensent qu'on peut aller concurrencer le PSG et jouer le titre de champion, effectivement, hein, c'est trop tôt, je vous rejoins, messieurs. Si on peut relativiser aussi, c'est que dans l'adversité, on n'a pas eu encore de véritables gros tests en ce début de saison. Je le rappelle, hein, on a quand même joué 2 promus, à savoir Auxerre, victoire 3-0 chez eux, et on se souvient de cette première journée Saint-Etienne qui fut un petit peu délicate, hein, on a failli se faire peur, hein, avec ce but hors-jeu, refusé pour une main ou un hors-jeu de Sissoko, même si la différence aurait dû se faire. On a eu du mal souvent à vraiment sceller le sort d'un match, où nos attaquants n'ont pas eu la réussite. Et moi, j'aimerais relativiser quand on voit les adversaires qu'on a affrontés. Donc, je le disais, il y a 2 promus, Saint-Etienne, Auxerre, il y a Le Havre, il y a la réception de Montpellier, qui a été un match quand même bien compliqué, mais on a fait la différence à la 90+8. Ça faisait partie du gemme de Patrice. Il y a une force de caractère, et on le sait aussi, c'est pas forcément l'équipe la plus forte qui peut terminer championne, hein, mais c'est celle tout simplement qui forme véritablement un groupe qui est uni, et rien que ça pour la cohésion, on se met sur de bons rails, hein. Il me semble que Rome en parlait aussi, faisait le parallèle avec l'équipe
du titre de 2016-2017. Voilà, c'est vrai qu'il y avait vraiment la notion de groupe et les mecs, ils se battaient les uns pour les autres et il y avait une notion de famille, quoi. Donc sans aller dans ce cliché-là, il y a vraiment une prise de conscience aussi de la part des joueurs et je pense que ça les aide en tout cas et on voit que pour l'instant tous les feux sont au vert, donc on a de quoi s'enthousiasmer. Mais voilà, donc on le dit, 19 points sur 21, c'est quasi parfait. Le seul nul, du coup, c'est à domicile contre Lens. Il n'y a même pas de regret à avoir là-dessus, messieurs, quand on voit la physionomie du match. Ok, on prend un penalty à 90+4, mais c'était tellement logique. Le seul regret, c'est de se dire que Lens avait peut-être joué 3 jours avant et avait été éliminé lors du barrage pour la Conference League face au Pana. Donc voilà, c'est la seule petite ombre au tableau. En Ligue des Champions, messieurs, on peut aussi dire que on est sur de bons rails avec cette victoire surtout contre Barcelone et ce match nul à Zagreb qui a le goût de victoire, tu disais Flo, presque. Ouais, c'est vraiment un bourbier bien humecté et puis avec une ambiance comme on en voit presque plus, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que ce genre de match en Coupe d'Europe était fréquent par le passé. Aujourd'hui, c'est plus lyophilisé, même qu'on va dans des pays un peu plus lointains ou quoi. J'ai pas l'impression qu'on prend toujours une bronca terrible. Là, il y avait quand même justement la météo, l'ambiance dans le stade, le contexte du match aussi, le fait que on venait de gagner contre Barcelone, donc du coup nous en mettre une bien là où il faut, c'était d'autant plus glorifiant pour Zagreb. Et voilà, la Croatie est un pays qui est juste dingue de foot, pour avoir connu un peu ça de l'intérieur et de waterpolo. Et de waterpolo, évidemment, et de tout sport, en fait. Mais voilà, si un jour vous êtes en Croatie et que vous avez la chance de faire un match, faites-le parce que c'est des dingos complets de foot. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a ce match. Il y a ce match contre Barcelone quand même qui, j'avais pas cette stat-là. Je crois que vous l'avez pas évoqué, en tout cas ceux qui ont fait le débrief. Mais on était en passe d'être la première équipe à avoir 8 défaites consécutives en Champions League à domicile. Donc, grâce à la victoire contre Barcelone, on ne chope pas ce record sinistre. Mais voilà, au-delà du fait qu'on a évité ce record sinistre, ça on évite, Flo. On évite. On est sur Radio Diagonale, on évite, tu vois. Par contre, quand il s'agit de sortir les records de merde de Marseille en Ligue des Champions, 0 points et tout, ça, t'inquiète pas, on est là. Ça, on la donne dans la stat. Ok. Non, mais écoute, il faut pas oublier d'où on vient. Et donc de gagner contre Barcelone, certes, c'est en début de saison, c'est peut-être un bon moment pour les prendre, etc. Mais on a fait ce qu'il faut, vraiment sur un vrai beau match de Ligue des Champions pour le coup. Donc il faut savoir faire les deux choses. C'est vraiment les deux genres de choses. Je pense encore plus avec le format de la Ligue des Champions actuelle, où des bourbiers, on aura peut-être plus que d'habitude, parce qu'évidemment, plus d'adversaires différents, etc. Donc, il faut savoir sortir, on va dire, le talent et puis essayer de passer à travers des grosses équipes comme on a pu le faire à Barcelone. Et il faut savoir aussi se sortir de contextes compliqués comme il y a eu à Zagreb. Donc, c'était 2 vrais beaux tests pour commencer la saison. Donc, en Ligue des Champions, je trouve qu'il y a un vrai bon terrain de lancement. Comme tu l'as dit en Ligue 1, bon, à part Lyon, mais qui était quand même moins flamboyant en début de saison. Un peu malade, ouais, avec ses histoires de transferts. C'est ça, les transferts, les trucs. Et puis Lens quand même. Et puis bon, je pense qu'il faut pas se leurrer. Hein, on le dit souvent et on veut pas dénigrer la Ligue 1, mais voilà. Si on parle en termes de Ligue 1, je crois qu'il y a eu des statistiques qui sont sorties, des statistiques d'Opta. On a déjà maintenant 63% de chances
de finir sur le podium en fin de saison. Bon, ça me semble être un peu fou. Mais je pense que c'est un peu fou, puis c'est des probabilités de toute façon, et j'ai presque pas envie de regarder trop ça, mais c'est sûr qu'on se met dans de bons rails, même si rien n'est fait au bout de cette match en Ligue 1. Mais on voit que même contre des équipes, on va dire, quand même relativement bonnes, comme Lyon, comme Lens, éventuellement, on peut parler de Rennes, même s'ils sont... Non, les gars, pas Rennes. Quentin a essayé de nous la mettre, mais pas vous, les gars. Pas vous. Non, mais moi, j'ai dit éventuellement, on peut parler de Rennes, même si... Tu vois bien même avec éventuellement, toujours pas. Non. Ok, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, Adri, il faut le reconnaître, en Ligue 1, ça vient souvent. On a souvent des équipes qui sont supposées être bonnes sur le papier, mais en ce moment, c'est moyen. Oui. Ou alors, donc, bon, finalement, des équipes test, t'en as combien? T'en as 3, 4, gros maximum? Elles arrivent. Lille, Marseille, va y avoir Strasbourg. Enfin, bon. Il y a le derby, il y a le derby, même si bon, voilà, Nice, pour moi, ils sont encore en phase d'apprentissage, quoi. S vient d'arriver, enfin voilà, il y a tout qui se met en place, 2 derby aussi, mine de rien. Mais pour en revenir à ce que tu dis, Flo, nous, c'est plus contre les petites équipes, justement, où souvent on n'arrive pas à sublimer, on a moins de motivation. C'est plus là où il y a eu des couacs. Hein. L'année dernière, Lorient, donc qui est relégué, on prend donc 2 points sur 6, hein, on partage les points à chaque fois. Mais cette année, c'est nous qui marquons les buts à la dernière minute. Voilà, cette année, c'est nous qui marquons. Et sur ce calendrier, que j'ai dit plutôt facile, où l'adversité laissait un petit peu à désirer, bon, bah, on n'a pas fauté déjà. Donc, en fait, c'est beaucoup moins frustrant, effectivement, parce que les années précédentes, on a toujours eu beaucoup de frustration, soit à travers des blessures, des cartons rouges, on a des déconvenus, la Ligue des Champions qui te plombe, le barrage, tout ça. Ce qui fait que là, cette saison, c'est vraiment tout neuf pour nous, parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu ce petit rythme de croisière? Il y a aucune embûche. Tout se passe bien. Voilà, merci. Il faut remonter. Enfin, le nombre de points, je crois, c'est Opta qui sortait ça, non, sur la saison 60-61 du titre. Où que Monaco marque autant de points en début de saison après 6 journées et après 7, hein, du coup, bah voilà, faudrait avoir la 7e journée en 60-61 si du coup la fête de notre victoire à Rennes on a dépassé ce record, mais voilà, c'est quasi exceptionnel, donc il faut se féliciter de ça, et bah oui, je le redis, les motifs d'espoir sont nombreux. L'équipe est faite, l'équipe est bonne. On a nos cadres qui sont là. Enfin non, franchement, c'est très très rassurant. Du coup, moi j'ai une petite question. Qu'est-ce qui vraiment change par rapport à la saison précédente? Et ça me permet un petit peu d'embrayer sur le sujet de Hutter, parce qu'en fait, on a mis un petit sujet sur Hutter 2023 versus Hutter 2024, cette saison. Moi, j'ai juste la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison précédente? Qu'est-ce qui, selon vous, est flagrant, enfin, que ce soit en termes de chiffres, de stats, de résultats? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon vous, a changé par rapport à l'année dernière? Pour moi, oui, il y a quelque chose qui a changé déjà, c'est qu'il a participé à l'élaboration de cette équipe et au recrutement, donc du coup, il a déjà plus ciblé des profils qui sont aptes à jouer dans son système et avec ses idées de jeu. Donc je pense que ça a déjà beaucoup aidé. Et pour moi, ce qui a changé entre la saison dernière et cette saison, le début, c'est la défense. Tu l'as dit tout à l'heure, on a une très bonne défense, et ça joue beaucoup. Alors, ça nous joue des tours maintenant devant, parce que du coup on est beaucoup moins offensif qu'on a pu l'être sur le début de la saison dernière, mais par contre c'est sûr qu'on a une assise défensive qui est beaucoup plus solide, c'est très compliqué de nous mettre des buts, on est surtout l'équipe qui prend le moins de tirs adverses, c'est-à-dire qu'on empêche l'adversaire d'avoir des occasions, et c'est ça qui fait la différence. Pour aller chercher un titre ou un très très beau parcours, il faut être très très performant défensivement, on l'a bien vu, même si t'es une machine de guerre devant, à un moment donné, tu te feras toujours attraper, même si tu mets beaucoup de buts, tu te feras attraper par les buts que tu encaisses, parce qu'à un moment donné, tes attaquants, ils seront un peu moins de forme, ou ils n'arriveront pas à mettre les buts. Donc voilà, il vaut mieux
s'assurer derrière d'avoir une très très bonne défense, et c'est ce que cette année on semble avoir, et en tout cas sur les premiers matchs, c'est ce qui ressort. Ouais, après le truc de base qu'on peut dire sur Uther, hein, je pense que ça, pour moi, ça vient tout de suite en tête, c'est que il s'adapte beaucoup plus au déroulé des matchs. On a vu des changements à la mi-temps pour mauvaise performance. Je me souviens de Thèse à Lens. On a vu des changements à la 60e. On sent qu'il a pris. Ça a l'air tellement basique que c'est presque bizarre de le dire, mais voilà. On avait des matchs où l'année dernière, où on perdait, où on était en train de faire match nul, mais c'était un match qu'on devait gagner, et on sentait pas que nécessairement, il mettait. Il avait conscience qu'il était acteur de la rencontre, et on avait des changements à la 75e, à la 80e qui servaient plus à grand chose. Là, on sent qu'il a une meilleure gestion de son effectif. Patrice en a parlé, a dit que c'était peut-être un peu trop large, mais je pense qu'on est proche de te rejoindre. Mais encore une fois, comme tu l'as dit aussi, pour l'instant, ça fonctionne. Et au vu de la longue saison qu'on va avoir, c'est certainement une bonne idée sur la durée, et on sent qu'il a une vraie meilleure emprise sur l'effectif, sur les qualités de l'effectif. Aussi, plusieurs systèmes, l'année dernière un peu borné sur certains systèmes. Aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a deux systèmes, on va dire. Déjà, il a deux systèmes de base qui peuvent éventuellement évoluer. Donc on sent quelqu'un de moins borné, qui s'adapte plus au contexte. Malléable, ouais. Plus malléable, qui s'adapte plus au contexte, on va dire, global, et au contexte des matchs eux-mêmes. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est une qualité, ça devrait être une qualité première d'un entraîneur, mais l'année dernière, surtout à son arrivée, on était un peu surpris de voir que non, le type était assez rigide, quoi. Ouais, alors moi, pour revenir aussi là-dessus, ce qui change vraiment, c'est il y a moins de bricolage aussi. Il y a beaucoup moins de bricolage parce que Patrice l'a évoqué, effectivement, la défense n'a rien à voir. On démarre la saison à Clermont, on gagne 4-2. Hein. On démarre la saison à Clermont avec Matsima et Magassa. Hein, et au milieu de ça, on met Maripane. Hein. On a dû contraindre Zakaria à occuper un poste de défenseur central, de libéraux un petit peu dans une défense à 3, et d'être une première rampe de lancement pendant très longtemps. On s'est gâché du coup vraiment tout ce dont il est capable de faire, toute sa palette. Il est bien plus intéressant quand même dans le cœur du jeu. Donc voilà, il y a cet aspect quand même beaucoup moins labo, beaucoup moins bricolage qu'on pouvait avoir début de saison dernière, dû à la pubalgie de Salissou. Enfin voilà, il y a plusieurs choses, hein. Mais là, on peut compter sur tout le monde. La petite dinguerie qui nous a fait cette saison, c'est quand même le 11, la compo contre Lens. Pour moi, ça, c'était du suicide. C'était totalement inconsidéré. Enfin, ouais, vraiment, j'ai encore du mal à m'en remettre, parce que c'était suicidaire de faire ça, sachant qu'il n'y avait pas de match en semaine. On avait enfin bref, on était très bien. Juste avant la trêve. Donc, mais c'est un des matchs où il fait le plus de changements et le plus rapide. Il vire Thèse à la mi-temps. Il fait, il me semble, 3 changements à la 60e ou un truc comme ça. C'est un des matchs où il se rend compte de ça et il fait le plus de changements le plus tôt possible, et finalement on revient au score. Donc il y a une meilleure connaissance du championnat, hein, évidemment. L'année dernière, il était en apprentissage de son groupe, du contexte monégasque de la Ligue 1. Ouais. Tu l'as dit, Flo, je sens aussi une meilleure emprise sur le groupe. Il peut toujours s'appuyer sur ses relais, à l'instar de Zakaria. Évidemment, on se souvient l'année dernière, avant ce match à Nice, cette victoire 3-2 dans le derby, Uther, il y avait des papiers comme quoi décriés, peut-être même sur la sellette. Donc voilà, on a l'air quand même très très loin maintenant de cette époque, et pourtant elle était
c'était 6 mois. C'était seulement 6 mois, ouais, effectivement. C'est le premier truc qui nous revient en tête quand même, à tous quand même. Ouais. Zakaria voilà. qui le sauve, etc. Oui, avec Zakaria qui fait un match XXL, hein, on se souvient, cette frappe de loin, le but de la tête, le deuxième but, et puis après c'était Golovin qui avait marqué le but du 3-2. Bref, c'était, voilà. Il y a ça et le match à Lens parce que c'est les débuts de Majecki, et donc bon là c'est pour moi c'est les deux faits, les deux matchs que je retiens sur la seconde partie de saison. Mais voilà, tout ça pour dire voilà, Hutter, on le sent voilà, plus acteur, plus entreprenant. Enfin voilà, on est sur une version, une belle version, une évolution en tout cas par rapport à l'année dernière. Et je sais pas si on peut se dire finalement que l'absence de Coupe d'Europe la saison précédente était peut-être bénéfique pour lui, pour mettre tout ça en place, parce que bon, quand tous les 3 jours tu dois jouer, bon, tu travailles pas de la même façon, surtout pour un coach qui arrive et qui doit connaître son groupe. Donc voilà, je pense qu'on peut partir sur cette idée-là. Mais voilà, moi je suis en tout cas personnellement, je suis quand même très 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 satisfait. Et je pense que tactiquement, il est quand même super intéressant. Du coup, tactiquement, on verra aussi s'il saura répondre à cette nouvelle épine qu'on se met dans le pied avec la blessure de notre meilleur numéro 9. Non, je ne parle pas de Brelembolo, détrompez-vous, je parle de celui qui a marqué. Non plus de Boadou. Ni de Myron qui est à Borum, mais bien de Folarin Balogun. Et oui, l'espoir renaît, l'espoir fut, et puis patatrac, l'épaule claque. Non, ouais, messieurs, c'est vrai, en fait. Bon, je pense que si on revoyait un peu nos pronos pour Balogun, voilà, on pensait pas. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas mis meilleur buteur de la saison. Bah, du coup, là, peut-être que mon prono tiendra grâce à cette blessure. Oui, mais on ne s'y attendait pas, hein, finalement, que Mbolo se foire autant et que ce soit finalement Balogun notre attaquant. Bah, surtout que quand on fait l'émission prono, on a déjà quelques matchs et il est en dedans comme d'hab. En fait, il fait la même chose qu'il nous a fait voir sur la saison précédente avec des non-matchs où il a très peu d'occasions, où il se met peu, où les rares qu'il a, il les foire complètement. Donc on a vraiment l'impression qu'on est reparti pour la même chose. Et d'un coup, il s'est réveillé, quoi. Sur les 4 derniers matchs, c'est 3 buts et un penalty provoqué, et 1 par match en plus, hein, donc c'est pas sur un match, il a fait tout. Et t'as envie de dire, mais c'est quoi cette poisse, quoi, on a enfin le Balogun qu'on veut depuis plus d'un an. Enfin, il se remet droit et il commence à enchaîner, et là, il se blesse, et pas la petite blessure qui le contraint pendant 15 jours à pas être là, quoi. Une blessure qui va prendre plusieurs semaines, donc probablement jusqu'au mois de décembre. On n'a pas eu d'infos vraiment officielles. Donc c'est vraiment, vraiment con, quoi, parce qu'on sait pas comment il va revenir. Si on a bien vu Benzeguir qui a eu une blessure assez similaire l'année dernière, il a mis longtemps à revenir, et quand il est revenu, ça a été aussi compliqué de retourner au duel et tout. Bon, c'est pas le même gabarit non plus. C'est hein. Il est un peu plus frêle quand même, Benzeguir, donc je pense peut-être logique qu'il aille moins au duel que Balogun qui a une masse. Mais voilà, on sait pas comment il va revenir. Est-ce qu'il va être capable de vite retrouver le rythme qu'il a actuellement? C'est vraiment, vraiment la tuile, quoi. Qu'elle le dire. On avait été plutôt épargné par les blessures, si ce n'est Golovin. Ouais. En vrai, on n'était pas trop à plaindre là-dessus. Voilà, il fallait que ça tombe. Bah, malheureusement, après, il y a la pré-saison, parce que du coup, en l'espace, je crois, d'une semaine, tu te prends Caio Henrique, Golovin et Majewski qui se blessent tous aux entraînements, quoi. C'est vraiment très gros. Bon, Henrique est assez vite revenu, mais t'as quand même ton gardien titulaire qui est pas là tout le début de la saison. On n'a pas une équipe très, comment on va dire, blessure friendly, quoi. Hein, en fait, parce que là, tu étais en train de dire, Adri, et ça tombe pile sur le mec. Oui, mais enfin, si ça tombe sur Camara, si ça tombe sur Zakaria, si ça tombe sur, même j'ai envie de dire, à moindre mesure, Salissou ou Kerrer, en fait, on a beaucoup de targets. On est pile sur le mec devant qui commençait à empiler. Là. Oui, non, c'est clair qu'il était il y a des joueurs qui passent bien avant Balogun, évidemment. Mais devant, en tout cas, celui qui se mettait, qui mettait à marquer des buts et une reprise de confiance, voilà, en fait, c'est sur l'invité surprise.
vraiment l'invité surprise, tant sa saison dernière est foirée. Et même les 3-4 premières journées jusqu'à son premier but qui marque face au Havre, le but du 3-1, un but un peu facile avec une récupération haute. Enfin voilà, il est dans les meilleures dispositions pour mettre son but, mais non. Bref. Bah, c'est surtout que sur les 5 premiers matchs de la saison, tes attaquants, ils ont rien fait, quoi. Ouais. C'est tout ça, et enfin un qui émerge, qui enchaîne 4 bons matchs, et tu dis, ouais! Bah non. Bon, tu t'en retournes à tes attaquants qui font rien, quoi. Bon, après, si, Inikena a quand même un peu émergé aussi dans la même période. Ouais. Non, mais après, on en revient à la base de ce que je disais tout à l'heure qui était mon j'aime pas, c'est que tu démarres la saison à Saint-Etienne avec 2 attaquants. Bon, bah, alors je m'excuse, mais est-ce qu'on peut dire branle sur YouTube? Je pense qu'on peut le dire. Qu'est-ce qu'on branle, quoi? Tu peux le dire. Qu'est-ce qu'on branle avec 3 attaquants dans l'effectif quand on veut en mettre 2 sur le terrain? Alors on est d'accord, finalement on a 2 options tactiques, une avec un attaquant, une avec 2. Enfin, tu joues la Coupe d'Europe, tu joues ceci, tu joues cela. C'est quand même récurrent. On est un peu mieux au niveau effectif. On a une épine dorsale qui tient le coup. Et puis, on va pas se leurrer, c'était pas chaque année le cas. Donc, on est quand même content de ce truc-là. Mais on a quand même toujours un trou. Et là, le trou, il est un peu plus sur le banc que sur le 11 de départ. Donc, tant mieux. Mais quand même, démarrer la saison avec 3 attaquants, quand tu viens de perdre Boadou, les gars. Non, quand tu viens de perdre Ben Yedder et quand tu viens de perdre, quand tu viens de perdre ton meilleur attaquant de ces dernières années comment donc il y a un problème quand même au niveau de la préparation et encore une fois au milieu de terrain pareil. Tu sais que tu vas démarrer avec 2 milieux de terrain, Camara, Zakaria. Comment? Tu joues la Coupe d'Europe? Quoi? Alors, je veux bien, Magassa a fait les Jeux Olympiques et ceci et cela, mais enfin, et puis il y en a quelques-uns, notamment dans l'équipe, qui croyaient qu'il allait devenir incroyable. Et moi, j'ai envie de croire qu'il devienne incroyable, mais je pense qu'on peut pas lui mettre. C'est quand même le poste de 3e gars. Sur ces positions-là, donc tu rentres automatiquement dans un match, tu rentres quand tu as besoin de faire reposer l'autre aussi un blessé, t'es quasiment titulaire, donc mettre ça sur les épaules d'un Magassa, mettre ça sur les épaules d'un Inikena, j'arrive jamais à dire vraiment, je m'excuse si je détruis son nom de famille, mais c'est too much, quoi, c'est too much. Donc je pense qu'une recrue au milieu, une recrue devant aurait été bienvenue, des gars un petit peu établis, des gars un petit peu presque vétérans, pas vétérans, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que la réponse ne viendrait pas de Golovin finalement, puisque Hutter, on le voit, est capable de le mettre dans ce poste de 8, quoi. Ouais, mais ça lui est déjà arrivé. Il déplace le problème. Si tu regardes, voilà, exactement. Tu déplaces le problème, et 2, si tu regardes, il est moins bon à ce poste-là que quand il est devant, hein, je trouve, ou quand il est plus proche des attaquants. Hein. Ouais. Pour moi, tu déplaces le problème, parce qu'après, vu que tu fais jouer les 3 autres mi-offensifs. On a assez. Bah non, on a les personnes sur le jeunes, on a du Minamino. Enfin, oui, mais les 3 joueurs, parce que tu joues régulièrement quand même avec 3 milieux offensifs. Ouais, si donc, t'es en 4 tu fais jouer les 4 sur le terrain, mais t'as personne sur le banc pour les remplacer, quoi. Mais puis c'est surtout le jour. Ok, on joue contre Auxerre et Le Havre et Montpellier, pardon à tous ces gens-là. Si vous venez de là-bas, on s'excuse grandement, mais c'est bien beau quand tu joues contre ces gens-là de mettre Golovin. Mais quand tu vas jouer contre une équipe énorme où tu as besoin d'avoir des papas au milieu qui vont récupérer des ballons et qui vont faire le taf défensivement parlant, ben là Golovin, je m'excuse, il sait faire des fois les efforts défensifs. Mais c'est quand même pas son job. Et quand la diff entre Camara, Zakaria et lui, dans l'aspect récupération, elle est quand même gigantesque. Donc, il fera beaucoup plus de fautes aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est que plus, il prendra des cartons, etc. Ouais. Golovin au milieu de terrain contre Marseille. Sur le long terme, non, quoi. Pour l'instant, c'est encore un truc que je trouve presque, tu vois, qu'il a fait quelquefois, mais c'est du bricolage. Tu parlais de sortir du bricolage. De l'année dernière, je pense que si on veut sortir du bricolage, il faut éviter de se dire que Golovin c'est une vraie solution,
tu vois, en milieu central. Ouais, Quoi. pour moi, ça tient quand même un peu plus là. On a passé le stade bricolage. Là, tu viens pas en tant qu'amateur, tu découvres tous les rayons. Là, tu rentres chez Bricorama, tu sais exactement où tu vas quand tu mets Golovin ici, tu vois. T'es le pro, tu vois. T'as pas besoin de conseils, tu fais le mec. Non. T'as même la carte de fidélité et tout. Voilà, exactement. T'as les réducs et tout, quoi. Ouais. Pour moi, ça va marcher quand tu vas jouer contre des gros clubs, contre Marseille, contre Nice, contre Lille. Oui, j'ai dit Nice. Paris, quand t'as des milieux de terrain en face où ça parle technique. Par contre, dès que tu vas jouer contre des équipes qui sont au fond et que ça va parler boucherie, ça va être beaucoup plus compliqué pour Golovin d'aller jouer contre des milieux de terrain qui sont là vraiment pour faire du pressing, de la récupération, de gratter les ballons. C'est pas du tout son registre, quoi, et il va très rapidement soit faire des fautes parce que du coup il sait pas forcément défendre et récupérer des ballons, soit vriller parce qu'on vient lui taquiner trop souvent un peu les chevilles. On sait qu'il le fait, hein, dès que ça lui rentre un peu trop dedans, il rend les coups et il se prend des cartons. Oui. Et on va vite se retrouver. On va vite se retrouver dans le cas. Pour moi, voilà, c'est pas dans ce genre de match où j'ai envie de le voir dans le milieu de terrain quand en face c'est des milieux qui sont pas du tout techniques, qui sont plus bagarreurs, plus à gratter des ballons, parce que logique, voilà, c'est des clubs qui jouent le bas de classement, ils ont besoin de ce genre de milieu. Alors que quand ils jouent contre l'Olympique de Marseille la saison dernière, c'est sûr que voilà, ça parle technique, c'est plus du placement, il est beaucoup plus à l'aise, et là il est intéressant dans le milieu de terrain. Mais du coup... Attention parce que tu as des équipes, là tu parles de Marseille et je suis bien d'accord, c'est justement le prototype d'équipes où au milieu ils ont que des gars techniques mais qui sont absolument pas physiques. Mais quand tu vas sur des grosses équipes, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont les deux. Et les mecs, c'est pas des frêles. D'accord, donc physique dans Marseille, tu prends Marseille, c'est un peu l'exemple de l'équipe où vraiment les mecs sont uniquement techniques et sur contre Dobia aussi. Il ouvre des bières avec ses dents, le mec, hein, donc. Oui, mais il y a, je veux dire, un Harit ou des mecs comme ça, c'est du full chaloupé, hein. C'est pas bon. Alors que quand tu vas affronter Arsenal ou le PSG ou même Nice, qui ont des mecs comme je sais plus là. Ça tu vois, si Elie Nikena tu as du mal, alors oui, mais là il joue en défense, je crois en ce moment. Non, il est plutôt en défense en ce moment, mais je pensais au milieu algérien, j'ai oublié son. Boudaoui. Boudaoui qui a des capacités techniques, mais qui physiquement il va pas te laisser tomber. Donc non, je pense que c'est pas, même contre des grosses équipes comme tu dis Patrice, je pense pas que. Pour moi de base c'est pas une solution. Faut pas, c'est détourner le problème parce que du coup tu recrées un problème après sur tes milieux offensifs. Et après tu dis oui mais tu joues avec deux milieux offensifs, donc du coup tu redécales le problème sur les attaquants parce qu'il faut jouer avec deux attaquants mais t'en as que trois. Donc il manque un joueur déjà, je dirais même deux avec un attaquant. Nous on a déplacé le débat d'ailleurs parce qu'on parlait des attaquants puis on est tombé sur le milieu, mais du coup avec cette absence de Balogun, comment vous voyez les choses là, quelle réponse pourrait apporter Hutter, 4-2-3-1 du coup, on retourne avec Minamino en soutien de quel attaquant, ça aussi, hein. Enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal d'interrogations mine de rien. Vu l'état de forme d'Embolo, pas mal de facteurs à prendre en compte. Surtout que c'est dans ces moments-là où tu as envie d'avoir un petit jeune du centre qui pousse au taquet et que tu peux faire rentrer. Je m'excuse, mais pour l'instant, les babailles, les Tondé, encore une fois, tout le respect. Mais là, il est niqué là, il est dans les deux titus là. Si tu joues à deux attaquants, il est dans les deux titus. Attaquants, oui. Mais du coup, tu n'as plus personne derrière. Donc il jouera pas avec deux attaquants, il jouera avec Mbolo et Minamino. Mais même si tu as quelqu'un derrière. Non, mais il va pas. Est-ce que pour vous pouvez faire jouer les deux ensemble? Est-ce que vous faites jouer Mbolo et Linkena ensemble? Pour moi, c'est vraiment les mêmes profils. Pour moi, ça cohabite pas, quoi. Si, alors moi je veux bien les voir ensemble, hein. Oui, c'est les mêmes profils, mais bon, quand même, c'est un prototype. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y en a un des deux qui est en méforme ou qui se pète ou qui doit sortir à la 60e parce que 3 jours après, tu as un autre match, tu dois faire tourner, en fait, les deux, ils sont au front, quoi. Donc, non, t'as plus que 2 neufs aptes.
Donc tu les fais tourner intelligemment. Mais c'est quand même terrible. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que là, une blessure te change ta tactique de base. Quoi qu'il arrive, parce que maintenant, tu joues avec un attaquant. Mais parce même que quand tu l'as dit toi-même, il est très malléable tactiquement, et parce qu'on a des profils de joueurs avec qui on peut se le permettre, en fait. Ils peuvent jouer à plusieurs endroits. On joue avec 2-10 un coup, enfin, tu vois, on joue avec des milieux excentrés. Il y a une animation offensive quand même qui tient la route. Et je pense que c'est justement une force d'avoir cette possibilité, toutes ces alternatives avec des profils totalement différents et qui répondent de toute façon toujours aux attentes et au discours du coach. Pour moi, voilà, c'est pas inquiétant. Après, pour revenir à ce que tu dis, Flo, la tactique, t'as joué 5 fois avec une seule pointe sur les 9 matchs. Non, c'est ça, oui, mais c'est 50-50. T'es pas défini non plus à jouer toujours avec 2 attaquants, quoi. Ah, mais j'ai pas dit ça, mais le fait de contre des équipes un peu plus recroquevillées sur eux-mêmes ou quoi, de pouvoir jouer à 2 attaquants, c'est critique. Est-ce qu'on gagne 1-0 contre Saint-Etienne sans jouer à 2 attaquants? Enfin, je suis d'accord, c'est pas un attaquant qui marque, etc. Vous pouvez me donner tous les arguments que vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu as dit, plus malléable, oui, on est tous d'accord, il est plus malléable et tout, mais il est plus malléable au contexte. Le contexte inclut l'adversaire. Si jamais tu n'es pas capable de jouer à 2 attaquants, alors que ça serait mieux de jouer à 2 attaquants juste parce que tu as un mec blessé, bah c'est terrible. On parle d'une équipe professionnelle. On parle d'une équipe professionnelle qui a des centaines de millions d'euros de budget par année, quoi. On parle pas de l'équipe du dimanche. Ah ben Bébert, il s'est pété. Oui. Bon, ben, on joue qu'avec Jojo devant, quoi. Non mais. Mais Minamino peut occuper ce poste de deuxième attaquant, par exemple, de 9,5 qui tourne autour. Enfin, voilà, on l'a vu là-dedans. Ouais, mais est-ce que c'était bien? Bah alors, lui aussi est peut-être moins performant au même titre qu'Embolo, hein, mais on le trouve un peu moins. Il est un peu moins rayonnant que sur cette seconde partie de saison, mais voilà, ça fait partie. Au final, là, on a le plus d'interrogations et là où c'est le plus le chantier, et encore plus avec cette blessure de Balogun, bah, c'est effectivement l'attaque. L'attaque, vraiment pour que ce soit donc Embolo, Minamino, Ileni Kena. On parle pas de nos 2 jeunes qui excellent et qui sont très performants, mais je les intègre plus dans la partie milieu. Mais ouais. Je vous fais un petit topo sur nos attaquants centre de formation. Donc, Etonde, 29 matchs, 10 buts. Michal, 20 matchs, 5 buts. Là, on parle évidemment en Coupe Gambardella et en Ligue de Jeunes. Et Babaye, 18 matchs, 1 but. Donc, en gros, on n'a aucun mec vraiment qui peut... Alors, on ne sait jamais, hein. Peut-être que Etonde, qui a l'air d'être le plus performant actuellement, peut sortir et peut arriver. Mais dans ce contexte-là actuel, si on recrute personne, il te faut un 3e attaquant. Il te faut un mec au moins sur le banc. Même si tu joues presque, j'ai envie de dire, si tu joues à un attaquant devant. Moi, je pense qu'il n'y aura personne parce que Balogun, ça va être 6 à 8 semaines, donc c'est 2 mois. Là, on a déjà fait. Oui, c'est vrai que on aura déjà fait quasi 2 semaines. Ça aurait été plus grave, oui. En coulisses, ils se seront activés, ils auraient pensé à une solution, je pense. Mais là, en l'occurrence, on dit bon, on va tenir comme ça. Et puis voilà. Ben ouais, croisons les doigts. Hein. Un mot à rajouter sur le dossier Balogun, peut-être, Patrice, un truc, ou on enchaîne? Non, je pense qu'on peut enchaîner. Du coup, là aussi, nouveau débat, et on verra ce que Hutter fait. Alors, on va parler du poste de gardien. Vous l'avez vu, on l'a intitulé donc Keun ou Majewski. Effectivement, pour moi, c'est un sujet épineux. Pas pour ce qui est du niveau entre nos 2 gardiens, hein, puisque Majewski nous a prouvé qu'il était le numéro 1 depuis son intronisation face à Lens fin février. Mais c'est plus par rapport à la gestion de groupe et finalement que tu peux tuer un gars, à savoir Keun, parce que mine de rien, il fait enfin ce qu'on attend de lui.
Il a jamais été aussi finalement performant parce que il a une meilleure défense devant lui aussi. Mais c'est vrai que tout à l'heure dans mon j'aime, je disais que notre assise défensive, je faisais un comparatif avec la saison dernière. Bon, ma stat était pas très bonne parce que je m'étais arrêté après 6 journées. Ouais, j'ai commencé petit, hein, ce club Mounegou. Heureusement, là, je suis monté en puissance, mais là, c'était 10 buts. En gros, il avait pris 10 buts après 7 journées. J'avais dit 8 parce que j'avais pas compté le match contre Marseille, du coup. Là, il en est à seulement 2 en championnat. 4. La défense n'a rien à voir. Hein. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu... Enfin, c'est vraiment délicat, oui, parce que le niveau entre les deux, on sait très bien qui est le numéro 1, mais derrière, là, peut-être que Keun, là, il a repris confiance, il est bon, et en fait, tu vas le remettre dans le seau. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, perso, je suis content que le débat arrive maintenant et pas il y a 3-4 matchs de ça. Quand il a enchaîné ces 3 clean sheets en 4 matchs, là. Où là, ça aurait été un peu plus compliqué à le pousser dehors, parce que du coup, il enchaîne des bons résultats, il faisait des beaux arrêts en plus, donc il permettait de tenir les scores. Je trouve que là, sur les derniers matchs, c'est toujours limite qu'on en discute avec les supporters, peut-être qu'on est un peu trop méchant avec lui et qu'on voit un peu le mal partout, à dire qu'il aurait pu aller la chercher ou faire plus d'efforts, qu'il était mal placé, d'autres disent que non, voilà. Mais je trouve que sur les derniers matchs, il y a un peu plus de débat à avoir sur ses performances. Alors certes, il prend peu de buts, mais bon, comme on l'a dit, très grosse défense, on est l'équipe qui prend le moins de frappes de Ligue 1, donc forcément, c'est un peu comme Lecomte il y a quelques années de ça à Monaco, qui enchaînait des clean sheets, mais bon, il était toujours mauvais, parce qu'il encaissait une frappe sur 2. Mais du coup, il avait très peu de frappes, donc il prenait peu de buts. Et là, on retombe un peu là-dessus. Et comme tu dis, le vrai problème qui est un peu masqué, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le groupe, le fait de switcher les gardiens, que le gardien qui est là depuis le début de la saison maintenant se retrouve remplaçant, et dans quel état d'esprit va être Keun? Est-ce qu'il va pas pourrir l'ambiance? Est-ce que il va pas pousser lui aussi à essayer de retrouver sa place? Est-ce qu'il n'a pas aussi des liens, des amis plus puissants que ce que pourrait avoir Majewski, et du coup qui pousse aussi le coach à laisser se garder un lien pour l'instant parce qu'il a fait le début de la saison et qu'il est plutôt performant? Ça, c'est des infos qu'on n'a pas. Des amis plus puissants? Ouais. Qu'il ait des liens d'amitié qui sont plus forts que Majewski, des amis de taille, et qui du coup qui pèsent sur les choix. Germanique, la filière germanique. Ouais. Rien que Denis Zakaria, Bralembolo, tout ça, qui sont en plus les relais de Hutter, donc connexion un petit peu là-dessus, ouais. Et je pense que ça peut jouer aussi. C'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe au niveau du vestiaire. Et est-ce que ça peut jouer? Je pense que c'est surtout sur l'ambiance que ça pourrait amener. Parce que sinon, pour moi, ça paraît assez clair que ça a été même annoncé par le coach comme quoi Majewski était le numéro 1 pour cette saison. Donc il se blesse, forcément, quel que soit le résultat derrière de l'autre gardien, il va reprendre sa place dès qu'il en aura la possibilité. Ça s'est pas fait là, parce que il revenait juste de sa blessure, la trêve allait arriver, ça paraissait logique dans l'enchaînement de laisser Keun aller jusqu'à là. Mais là maintenant, en plus, où Majewski, lui, il est au club en train de faire les entraînements pendant que l'autre est parti en sélection, ça, à mon avis, ça va logiquement rebasculer sur Majewski. Sinon, Damien va nous faire une syncope. Ouais, ça c'est vrai. Déjà que son petit Diop est plus du tout dans le portrait. Là, il enchaîne les maladies là. Mais moi, je pars déjà du constat de base. Si on a ce débat-là, parce que tu disais tout à l'heure, Adrien, en termes de niveau, il n'y a pas photo. Si on a ce débat-là, c'est que en termes de niveau, c'est quand même équivalent. On est tous d'accord pour dire que Majewski, c'est mieux, mais c'est équivalent. Et moi, mon constat de base, c'est qu'on n'a toujours pas un grand gardien. Et ça m'embête déjà. Pour ne pas dire dur. C'est dur parce qu'en vrai, Majewski, l'année dernière, ça fait 4 ans qu'on attend un gardien. On a vu un mec nous faire des arrêts. Un mec nous sauver des arrêts, oui. Parce qu'on ne connaissait plus ça. Voilà.
Donc, excuse-moi, c'est le mec. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute cette belle histoire. Parce que le gars, on l'a depuis 3-4 ans chez nous. On le refourgue au Cercle Bruges. On en fait ci, on en fait ça. On allait peut-être même pas le prolonger. On savait même pas ce qu'on allait faire de lui. Et le gars, en fait, c'est lui qui nous sauve sur ce poste-là, en fait. Non, mais soyons moindrement sérieux. Je suis d'accord avec toi de dire il est meilleur que Keun. Après, est-ce que c'est le jour et la nuit? Est-ce qu'on a un gardien plus et une daube à côté? Non, sinon on n'aurait pas ce débat-là. Sinon, on ne ferait pas de débat. On saurait que, de quoi qu'il arrive, Majeki va revenir parce que de toute façon, il est bien meilleur que Keun. Donc, il n'y a pas photo. Là, s'il y a débat et s'il y a possibilité, comme le dit Patrice éventuellement pour les amis de Keun de discuter, mais tu as raison, hein, tu as bien raison. En tout cas, il y a un côté langue pour Keun qui est à moitié allemand, hein, qui est suisse mais à moitié allemand, qui je pense que niveau langue ils doivent mieux s'entendre. Bon, après est-ce que ça change tout, j'en sais rien. Mais il y a un peu quelques Suisses dans l'équipe aussi. Oui, mais moi, ce qui m'embête de base, c'est que je pense qu'on n'a pas de grand gardien. Je m'excuse, mais je pense que Majeki n'est pas un grand gardien. Alors, de savoir si Keun, pour l'instant, Keun ne fait pas de boulette. Par contre, s'il y a un débat entre les deux, quand on regarde effectivement, comme tu l'as dit, Adri, la fin de saison de Majeki, le mec te fait gagner des points. Est-ce que Keun te fait gagner des points sur ce début de saison? Le penalty qui arrête au Havre. Voilà, le penalty. Et à part le penalty, je vois pas. Contre Saint-Étienne, tu fais un bon match. Début de casquette. Hein. Je me souviens du coup franc de Sierro à Monaco-Toulouse. Il se prend un coup franc, un truc improbable. Non, mais là, tu reviens dans le passé lointain. Non, mais l'année dernière, s'il y a débat entre les deux, c'est parce qu'il fait des boulettes, en fait. C'est tout ça. C'est pas le niveau intrinsèque sur la ligne. C'est parce qu'il faisait des boulettes trop souvent. Voilà, on peut dire à l'instar de Dutter que Keun s'est adapté et mieux cette année qu'il était l'année dernière. Tu vois, ça peut s'entendre ça quand même. Est-ce que le niveau de Majeki et de Keun à l'instant T d'aujourd'hui, est-ce qu'il est si différent que ça? Je pense que Majeki est un peu au-dessus toujours. Mais par contre, je suis pas du tout d'accord de dire que Majeki est un grand gagnant. Je veux dire, c'est même pas dans le top. Je sais pas, je vais dire une bêtise, mais peut-être même pas dans le top 10 des gardiens de Ligue 1, quoi. Qu'on soit clair. Je veux dire, un Brice Samba, les gardiens de Strasbourg, de ceci, de cela, mais la plupart, ils le bouffent. Qu'on soit clair, quoi. Je suis d'accord, on a mangé du pain pourri depuis maintenant tellement longtemps que, comme tu l'as dit, on n'avait plus l'habitude de voir un gardien nous faire des arrêts. Mais soyons sérieux quand même. Attention aux gardiens Attention aux gardiens de Strasbourg et autres qui ont l'air très très performants quand ils sont dans le genre de ce club parce qu'ils subissent énormément de frappes. Ils en prennent plein dans la gueule. Exactement, parce que ça peut faire très bien des Lecomte dès qu'ils arrivent dans un gros club où du coup ils ont plus du tout les mêmes styles d'arrêt à faire, où ils sont plus sur des face à face, un contre un, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir les mêmes performances derrière. Oui, mais justement, un Samba qui était dans un après Samba, c'est un international français aussi, hein, je sais, c'est pas non plus le petit gardien du coin, quoi. Pour clôturer sur le débat, il y a une chose dont on ne sait pas du tout, c'est en fait comment on va retrouver Majecki. En fait, il doit digérer cette blessure, ne plus avoir disputé un match officiel depuis quand même la dernière journée de championnat. Donc ça fait quand même un bail. Dans quel état on va le retrouver, dans quel niveau. Donc voilà, il y a aussi cette énigme là à résoudre. Et bon, par contre, là où je peux te rejoindre, Flo, c'est du côté pour la Ligue des Champions, tout ça, c'est quand même un sacré pari que de miser sur Majecki qui a aucune expérience internationale, enfin continentale en tout cas. Donc voilà. On va se projeter, messieurs. Ça y est, ça sent bon la Ligue 1 là. Ça y est, on va enfin pouvoir regarder avec plaisir du foot. Ça fait bizarre de dire ça pour de la Ligue 1, mais en fait, malheureusement, quand il y a l'équipe de France et pourtant la trêve internationale. Les résultats en Ligue des Champions, on n'a pas à rougir, hein, franchement. Oui, et puis après, Lille, on va pas. C'est quand même une belle équipe en ce moment. Voilà. On reprend en plus avec une belle affiche au Louis II, pardon.
Le Monaco-Lille, qui avait été d'ailleurs un match déterminant sur la fin de saison, hein, on était au coude à coude à ce moment-là avec une victoire 1-0. Il me semble que c'était Fofana qui avait marqué. Voilà, là on prend un candidat sérieux qui joue aussi la Ligue des Champions, donc un match d'Européens. On va pas partir sur des pronos, hein, évidemment, mais comment vous voyez cette période qui arrive entre match de championnat et Ligue des Champions, parce que là, une nouvelle fois, tout va s'enchaîner. Ouais, pour moi, ça va être le début d'année. Toutes les périodes de cette année vont être critiques, vont être un test. Après, quand je regarde le calendrier le plus chaud qu'on a, je le vois plus en janvier-février où on a Aston Villa, Rennes, Inter Milan, PSG quasiment les uns après les autres. Là, on a quand même un petit enchaînement qui est entrecoupé de certains autres matchs, mais on a Lille, on a Nice, on a éventuellement Bologne qu'on peut mentionner, mais après, entre ces trucs-là, on a Strasbourg, Metz, Angers, et puis un peu plus tard, Benfica et Marseille. Pourquoi j'ai dit Metz, moi? Je sais plus. Brest. Oui. Donc ça enchaîne, mais avec des hauts et des bas, on va dire. Donc en termes de challenge, je pense que ça va. C'est pas la pire période qu'on va avoir là, on parle des 6 prochains matchs, et même j'ai envie de dire jusqu'à la fin de l'année, on va avoir des gros matchs, mais entrecoupés de matchs, on va dire, contre des équipes bien plus raisonnables. Après, voilà, je pense que ça va être sur l'ensemble de la saison. On a encore une fois un effectif qui est quand même relativement râlé pas crête sur beaucoup de positions, etc. On va pas se répéter 20 000 fois, mais qui fait que tu vas devoir prouver à tous les moments de l'année, quoi. Moi, à moins qu'on ait 3 recrues cet hiver, qui soient des recrues ultra solides et tout, devant, au milieu, un gardien, allez, soyons fous. et voir un autre défenseur central. Je suis complètement dans les rêves là. Mais à moins qu'il y ait au moins, allez, on va dire 2 grosses recrues au poste de milieu et d'attaquant qui, à mon avis, sont presque obligatoires mais sont pas faites, on va serrer les dents quand même, peu importe ce qui se passe. Enfin, moi personnellement, je vais serrer les dents jusqu'à la fin de l'année, peu importe ce qui se passe. Patrice, le programme, tu peux juste nous le donner peut-être dans l'ordre. Donc il y a la réception de Lille, et après il y a la Ligue des Champions avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, on reçoit Lille et l'Étoile Rouge. Là, si c'est pas 3 points. Après double déplacement à Lille et à Bologne, et après on reçoit Angers pour aller à Strasbourg. Qu'est-ce que tu dis? Non. On joue contre Lille chez nous, contre Belgrade chez nous, contre Nice chez eux, et après Angers chez nous, et Bologne. J'ai une inversion dans le calendrier que je regardais alors. Et puis on finit sur Strasbourg. D'accord, parce que je trouvais l'enchaînement était un peu lourd là, des 4 matchs, 2 Ligues de Champions et Lille et le derby, c'était un peu lourd. Du coup, il y a un score entre Lille, derby, Angers. Donc ouais. Pour la Ligue 1, en tout cas, Lille et le derby, c'est quand même deux belles affiches. À la réception d'Angers, c'est 3 points. Donc voilà, après il y a la Ligue des Champions, on est à 4 points. Franchement, quand tu vois que tu reçois l'Étoile Rouge, qui en a pris 2 belles, qui a perdu contre Benfica 2-0 et qui en a pris une belle à Milan face à l'Inter. On sait qu'on leur a mis aussi une belle il y a 2 ans en Europa League avec Philippe Clément. Donc là, si c'est pas 3 points, alors, c'est faute professionnelle. Si on peut être à 7 points après 3 journées, franchement, c'est bien. Hein. Adrien, tout ce que tu dis, ça pue. Tu es en train de dire qu'on va tout gagner. Moi, ça sent pas bon. Quand on commence à dire ça, je parle pour la Ligue des Champions. Lille, Nice, je touche pas trop à ces matchs. Même des matchs contre Angers, ce genre de match, de match, moi, on va voir. Ça va tourner là-dessus en plus. Peut-être que la surprise, elle sera à Bologne finalement, ou
finalement, moi je trouve qu'ils ont été. On va gagner, c'est ça la surprise? Non, qu'on fera peut-être un faux pas, il y aura peut-être même une défaite là-bas, alors que c'est une équipe qui s'est fait, qui s'est fait dépouiller cet été. Donc bon, bref. Franchement, bon, pour ce qui est de la Ligue des Champions, on a vraiment, enfin, on l'a déjà dit, mais le calendrier, dans l'agencement du calendrier, il est top. On commençait dur avec le Barça, mais t'as Zagreb, Belgrade, Bologne. Et la réception de Benfica, franchement, tu as moyen de te mettre vraiment sur des bons rails et de prendre vraiment confiance dans cette compète pour être bien positionné à la fin. Dans la bonne partie des barrages. Oui, après, on peut se faire exploser Arsenal, il n'y a pas de problème. Les points et le taf, on l'aura fait avant. Non, mais je pense que je suis d'accord avec toi. Contre l'Étoile Rouge à domicile, sur ce genre de match, généralement, j'ai plus peur contre Angers à domicile que contre l'Étoile Rouge, bizarrement. Mais bizarrement, je sais pas. Mais je pense qu'en Coupe d'Europe, on a suffisamment. Après, ça serait à Belgrade, je dirais pas la même chose, parce que là, on serait un peu dans le contexte pareil que Zagreb. Ouais, c'est ça. Donc, mais là, à domicile, bon, ils vont sûrement venir en nombre et ça va sûrement chauffer, mais ouais, non, les 6 prochains matchs sont intéressants. Des matchs contre Lille, des matchs contre Nice, des matchs contre l'Étoile Rouge. Ça va nous tester. Même le match contre Bologne, tu parles de Strasbourg qui est quand même une belle équipe. Ouais, là-bas. Donc c'est que des matchs intéressants qui devraient foncièrement quasiment tous être en notre faveur. Le plus compliqué, c'est le match de Lille, parce qu'il arrive là tout de suite, surtout il arrive vendredi, c'est très tôt. Je me rappelle avoir lu la news comme quoi Balogun aurait dû jouer le jeudi à 2h du matin pour un match après le vendredi. Tu dis, voilà, donc j'ai pas regardé Minamino, mais il y a possibilité que ça fasse aussi quelque chose qui soit trop serré. Donc déjà, plutôt... Ouais, mais j'ai pas regardé du tout, donc je sais pas, mais on avait vu la dernière trêve, c'était pareil. Il a pas pu jouer le premier match parce que c'était trop serré, avec Balogun et Singo. Donc déjà, si tu te dis qu'il te faut un 9,5 et que c'est Minamino et qu'il n'est pas apte parce qu'il s'est pris un décalage horaire de fou, plus un match seulement il y a 24 heures. Ouais, alors il a joué que 45 minutes sur le premier match parce qu'il s'est fait sortir à la mi-temps. Mais alors moi, c'est pas la fatigue liée au match, même si ça joue, c'est surtout c'est plus le trajet, le décalage horaire. Voyage, ouais. Bon, le match est à domicile, encore compte-t-il, mais ouais, il est tôt. Et puis voilà, il faut se remettre tout de suite dans le charbon sur un gros match et tout. C'est pas le plus simple. Là, il joue mardi. C'est mardi. À 12h35, donc ça va. Le match est tôt. Ça va. Ouais. Je te rappelle que Minamino, il avait fait justement contre Toulouse en revenant de la coupe d'Asie. Il arrive et il claque tout. Il avait atterri le matin même, je sais plus, il y avait une histoire, il était entré à la mi-temps. C'est vrai. Parce que ça n'allait plus. Bref. Bon, en tout cas, voilà, on se rapproche tout doucement de la reprise. Le prochain match, c'est Lille, et ce sera l'occasion aussi pour nous, voilà, de reprendre nos débriefs. Là, on touche au but. C'est la fin de ce club Mounegou. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, commentaires, les pouces bleus, tout le soutien dont on a besoin, que ce soit sur Discord, Twitter, YouTube. Spotify. Vous êtes toujours là et ça fait plaisir. Il y a pas mal d'interactions avec des gens qui nous donnent leur localisation aussi, et donc c'est marrant de voir qu'il y a du monde d'un peu partout qui nous écoute, et ça fait chaud au cœur. C'est aussi pour nous tous qu'on fait ça pour la communauté, donc voilà, tant mieux. Nous, on se retrouve du coup, les gars, vendredi soir, pour le débrief de Monaco-Lille. Patrice, merci beaucoup pour nous avoir accompagnés et d'avoir géré la technique, et Flo, merci pour ton retour. Est-ce qu'on peut save the date pour la prochaine déjà, ou c'est un peu trop présomptueux? Comme la plupart des gens le savent, moi je suis au Canada, donc le vendredi en journée, j'essaie de regarder. Je suis un Canadien, et donc j'essaie de regarder les matchs, mais quand c'est en semaine, c'est un petit peu juste à la job, là, si vous voulez. Là, ils prennent leur pied parce que j'ai fait 3 secondes d'accent. Bon, mais tout ça pour dire que je serai là pour regarder des bouts de match. Je ne suis pas sûr si je serai là pour le débrief, on verra, mais j'espère pouvoir revenir bientôt, ça c'est sûr. Ok, bon, en tout cas, ça nous a fait plaisir. Donc, je le disais, prochain rendez-vous, vendredi 21h, Monaco-Lille. D'ici là, portez-vous bien et Dage Mounegou.
et bisous.